Au bout d'1 mois de stage, c'est là où ma mère part. J'ai eu 2 semaines pour gérer mon deuil. Et c'est lui qui m'a dit « Amélie, il est hors de question que tu restes. Tu dois terminer ce que tu commences. » Je disais « Mais regarde, c'est pas possible. Est-ce que tu veux vraiment que je sois en CDI dans ce genre de boîte? C'est horrible. » Bonjour Amélie. Bonjour Calo. Bienvenue au Creator Studio. Merci. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours professionnel, car tu es une entrepreneuse. Tu as ouvert ton entreprise en 2021. Et en fait, on va comprendre ton histoire puisque tout est lié à ton éducation, ton enfance. Tu as eu plusieurs vies en fait qui t'ont amené à ce chemin aujourd'hui. Donc j'ai cette curiosité, j'aimerais que tu me racontes ton histoire parce que je la trouve très intéressante et très enrichissante. Donc Amélie, toi, tu as été adoptée quand tu étais petite par un papa italien et une maman française. C'est ça. Tu avais quel âge quand tu as été adoptée et tu venais d'où? Alors, j'ai été adoptée quand j'avais 2 mois, donc très petite. J'ai aucun souvenir d'ailleurs forcément de l'adoption ou même les quelques années qui ont suivi. Et je viens du Brésil. Je suis née au Brésil, à Campo Grande. Et effectivement, j'y suis pas encore retournée, mais c'est vraiment le point de départ de ma vie, c'est de naître au Brésil. C'est ce qui fait aujourd'hui partie de ma vie à part entière. Tu y es retournée entre-temps ou pas du tout? Je suis retournée au Brésil, dans d'autres endroits. Bien sûr, les destinations les plus connues, telles que Rio, Sao Paulo, et des destinations d'ailleurs magnifiques, parce que le Brésil est magnifique. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore retournée, on va dire, sur mon lieu de naissance. La ville natale. C'est ça, la ville natale. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai pour projet de faire. Bientôt, de renouer justement avec ces racines qui restent encore pour moi un peu floues quand même. Même si il me semble que tes parents t'ont toujours parlé de là où tu venais à l'origine, d'ailleurs tu y es allée au Brésil. Ton papa était restaurateur, travaillait également dans l'hôtellerie et ta maman a été du coup juge au tribunal de commerce. Tu viens d'un milieu plutôt aisé. Mais c'est vrai qu'on t'a toujours appris la valeur de la vie, du travail, de travailler dur. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler du coup? Oui, effectivement, mon papa donc a toujours été dans le milieu de la restauration, de l'hôtellerie. Il a dû travailler très jeune, très, très tôt, à peu près 14-15 ans. Il vient de la Sardaigne, donc c'est déjà une île qui est un peu isolée, entre guillemets, par rapport au reste de l'Europe. Et il a dû déménager, on va dire, en Italie, à Milan, pour avoir ses premiers emplois, ses premières embauches, faire son expérience. Et c'est après qu'il a réussi à avoir des associés, à avoir un hôtel et à gérer les restaurants des hôtels ou des restaurants dépendants. Donc, il y a quand même une grosse influence et une culture italienne qui m'a été inculquée. Et de l'autre côté, effectivement, ma mère, qui elle est née en France, qui est française, mais qui parlait aussi italien à l'époque quand ils se sont rencontrés. Et donc, par des passions communes et par cette notion de la restauration de l'hôtellerie, parce que ma mère aussi avait fait des études avant d'être juge, avait fait des études dans l'hôtellerie. Ils se sont pris de passion et d'amour aussi par rapport à cette filière-là. Et donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné énormément. C'est quelque chose qui m'a toujours suivie aussi, même encore aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment... j'ai eu les bases de ce métier très exigeant que peut être la restauration ou l'hôtellerie. C'est un métier d'excellence, c'est un métier de service, d'humain. Et effectivement, il y a beaucoup d'exigences et il y a eu beaucoup de pression qui a été mise de par mes parents, on va dire, dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans ce qui était dans le travail, les études, etc., etc. Donc, tu as vécu dans une famille qui t'inculque des valeurs de travailler dur, de ne rien lâcher, qui te donne goût à ce métier, donc l'hôtellerie, la restauration. Donc, plus tard, tu vas te diriger justement vers cette voie-là, puisque tu vas faire tes études dans ce secteur d'activité, parce que tu les as toujours vus, parce que est-ce que c'est aussi parce que tu as vu leur passion
en travaillant justement dans l'hôtellerie. Est-ce que c'est ça, c'est ce qui t'a donné envie également? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vois mon père, et je le voyais jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai toujours vu mon père se dévouer à 200% pour son entreprise. C'est quelqu'un qui cuisine déjà très bien, qui cuisine pour les autres, qui cuisine pour nous. Et je ne l'ai jamais vu réellement fatigué de son métier. C'est un métier qui est très physique et qui est très fatigant émotionnellement. Les gens vivent à l'envers, enfin, les gens de la restauration vivent à l'envers du monde normal, entre guillemets, des autres. Donc, il tenait bon parce que justement, la passion de son métier le faisait tenir. Et ma mère aussi, finalement, le comprenait et arrivait à gérer le couple aussi grâce à ça parce que faut absorber, il faut assumer quand un des deux parents a un métier prenant comme ça, des horaires complètement à l'envers avec des enfants en bas âge. Forcément, il y a beaucoup de communication et quand je les vois tenir et quand je les ai vus et je le vois encore tenir comme ça, dur et avoir une passion, forcément, ça te montre l'exemple. En fait, voilà, je pense que mes parents m'ont montré un exemple de passion au travail qui m'a naturellement dirigée vers cette filière de l'hôtellerie, la restauration, parce que voilà, j'ai baigné dedans. Tous les soirs en rentrant de l'école, j'attendais dans les cuisines de mon père, je regardais ce qu'il faisait, ce qu'il cuisinait, ce que ses commis faisaient. Et donc j'ai finalement un peu appris aussi en regardant comme ça. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est facile, je vais me diriger dans ça, parce que c'est naturel. C'est une carrière qui était naturellement tracée, d'être dans la filière de l'hôtellerie-restauration. Il y a peut-être une admiration envers tes parents également. Et je pense qu'ils t'ont donné cette force naturellement, hein, qu'en les observant. Puisque tu es quelqu'un de très fort, tu m'as parlé de ton histoire tout à l'heure, on va justement y venir, puisqu'en 2007-2008, ta maman tombe malade. Elle a un cancer et c'est un moment de ta vie, tu es assez jeune, il me semble que tu es adolescente, où tu mets justement ta vie entre parenthèses, mais tu gardes cette force-là. Je pense qu'on t'a inculqué naturellement, tes parents, de toujours avancer quoi qu'il arrive, voilà, d'aller de l'avant avec force, courage. Raconte-nous justement cette période. Oui, alors effectivement, il faut savoir que donc, on va dire, j'ai eu une première partie de ma vie. Alors, le démarrage de ma vie, voilà, avant mon adoption ou pendant mon adoption, c'est quelque chose qui reste très flou, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ma vie, elle commence réellement de là où j'ai mon plus lointain souvenir d'enfant. Donc, c'est à Cavalère, là où mes parents habitent, dans la maison familiale. Et donc avec voilà, un papa qui est absent parce que le travail l'obligeait à être absent, une maman qui s'occupe de nous, qui voilà, est quand même mon pilier, mon premier pilier, qui me permet de m'aider à me construire en tant que adolescente. En plus, j'arrivais au moment du collège, voilà, on se construit émotionnellement, on se construit dans ses projections futures. Et c'est finalement là où c'est le plus dur quand tu es adolescent, que justement, au lieu d'avoir un peu de répit, entre guillemets, au lieu d'avoir une enfance normale comme tous mes copains, toutes mes copines de cours, de classe, que ma mère, elle tombe malade, et elle tombe malade d'un cancer des ovaires qui, justement, il y a plus de 15 ans en arrière, c'est rare. La médication, elle n'est pas encore développée. C'est des séances de chimio. Et donc, quand ça arrive, quand cette maladie, elle arrive au sein de notre famille, ça touche aussi bien forcément ma maman, qui est la première impactée, mais ça a aussi beaucoup touché le reste de la famille, quoi. Bien sûr. C'est une maladie qui a dicté notre vie à tous les quatre, parce que j'ai mon frère aussi. Il était déjà parti en Suisse pour faire ses études parce qu'il est plus âgé que moi, mais effectivement, il a aussi vécu ça de loin. Et moi, j'ai vécu ça, on va dire, de très proche, hein, de très près. J'étais au milieu de tout ça. Et quand tu as 14-15 ans, tu comprends pas trop ce qui se passe parce qu'on te dit les choses, mais on te les dit pas trop pour te protéger, en fait. Et donc,
t'avances dans le flou, voilà. J'avance encore un peu dans le flou, dans un flou familial où je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je mesure pas encore l'importance et la gravité que ça va avoir sur moi. De gérer cette maladie par rapport à ma mère et par rapport à mon père, mais aussi vis-à-vis de moi-même. Et alors, parce qu'en 2007-2008, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On est ouvert sur plein de sujets. C'est vrai qu'on peut échanger avec des amis puisque on parle de la maladie. On a plus d'informations, j'ai l'impression. Tu me parles du collège. Je sais que c'est une période un petit peu compliquée, surtout que déjà émotionnellement, ça part un peu dans tous les sens normalement, l'adolescence. Est-ce que tes copines, elles ont quand même réussi, tes amies de l'époque, à te comprendre dans ce moment-là, ou est-ce qu'il a fallu aussi là que tu affrontes peut-être entre guillemets seule? C'est là où je parle toujours de cette force parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le mot qui résonne en toi et ce qui fait que tout ton parcours après que tu nous raconteras, il résonne là-dessus, cette force-là de se dire mais en fait toute seule je vais y arriver et je vais devoir combattre parce que 2007-2008, voilà, on n'en parle pas. Est-ce qu'elles comprennent vraiment? Est-ce que tu peux te confier ou pas du tout? Ce qui a été très dur, c'est que déjà au sein de ma famille, j'ai pas beaucoup pu en parler. Pourquoi? Parce que j'ai compris après que c'était quand même assez grave. Ma mère a vécu bien, voilà, de 2007 jusqu'à 2016, elle a vécu cette maladie, on l'a tous vécu d'ailleurs. Et donc, toutes ces années-là, au sein de ma famille, c'était pas un sujet facile à aborder. Bien sûr. C'était plutôt quelque chose qu'on subissait. Donc, si tu veux, quand je rentrais chez moi, il y avait déjà une atmosphère un peu spéciale, où il y a des non-dits, il y a des choses que tu sens qu'on te cache. Et donc, moi, en tant que jeune adolescente qui pensait que voilà, la vie était le monde est un monde de bisounours, et que on a toute la vie devant soi, et ben, ça vient déjà te mettre une première petite claque de maturité en fait. Voilà. Et le problème que j'ai dû gérer, c'était que le fait de ne pas pouvoir en parler, c'est ce qui fait que tu gardes en toi beaucoup de traumas, beaucoup d'émotions que j'arrivais déjà pas à gérer à l'époque, parce que quand tu es jeune, tu mesures pas réellement ton comportement, tu mesures pas toute l'étendue de tes actes, etc. Et quelque chose qui pourrait être insignifiant dans une autre famille, sortir, rentrer un peu plus tard que prévu et tout, en fait dans ma famille c'était sujet à de l'inquiétude. Et l'inquiétude, aujourd'hui on le sait, le stress, c'est ce qui nourrit ce genre de maladie. Donc en fait, j'avais pas trop le droit à l'erreur, j'avais beaucoup de pression perso. Ça se répercutait en fait sur je pense ma santé mentale, parce que je devais gérer seule quelque chose de lourd et de gros. On m'a suggéré d'aller voir des psys et tout, mais je pense que j'avais besoin de comprendre. J'avais pas besoin de voir le psy en particulier. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et de me laisser dans le flou, ça m'aidait pas, en fait. Bien sûr. Et quand on parle des copines, entre guillemets, au collège, se faire des copains, des copines, c'était pas ça qui était compliqué, parce que moi, je suis quelqu'un de solaire, je m'adapte vite, je rencontre facilement les gens, je suis très, très ouverte socialement. La seule chose, c'est que j'étais pas la personne que je te décris à ce moment-là. Voilà. Ça me mettait un peu ce filtre de personne bizarre qui a du mal à gérer ses émotions, qui d'un coup pleure, on ne sait pas pourquoi, et puis d'un coup tout va bien, elle rigole, elle fait des blagues. Donc j'ai eu la chance en fait de connecter avec peu de personnes, avec 2-3 amis à ce moment-là, qui étaient un peu dans la même situation que moi. Donc on n'avait pas besoin de parler pour se comprendre, mais par contre on était très très compréhensifs les uns envers les autres. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup d'amis, j'en ai eu vraiment très très peu à ce moment-là, mais qui me comprenaient, et c'était déjà énorme pour moi. C'est peut-être ce qui t'a un petit peu aidé justement à pouvoir te libérer, te soulager un petit peu de ce qui se passait finalement à la maison, qu'on ne parle pas trop, on essaie toujours d'arrondir un peu les angles, et peut-être de te livrer à elle. Ça te faisait du bien? C'est ça, c'est exactement ça. On se livre et en même temps, le sujet de la mort à cet âge-là, il est délicat.
il est délicat avec les parents, il est délicat avec les amis, il est délicat avec l'entourage. Et donc, aborder ce sujet sans trop l'aborder, mais réussir à se faire comprendre, c'est là où il faut vraiment avoir un entourage. Il y a que ceux qui vivent la même chose que toi qui peuvent te comprendre Oui. sans avoir besoin de réellement trop en dire. Et donc, j'ai eu cette chance justement à l'époque de tenir, parce que déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, faut être fort dans ces moments-là, quand tu rentres chez toi et que c'est un peu, voilà, une ambiance un peu bizarre. Je suis dans ma chambre, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Et ben voilà, tu pleures un bon coup. Par contre, quand tu ressors, faut être fort pour la personne qui, elle, vit vraiment ce combat contre la maladie. Donc, tu dois être fort, tu dois décharger un peu Et toute oui, ta tristesse, mais tu dois vite te recentrer en fait. Et avec les amis, on pouvait avoir cette fragilité. bien Voilà. sûr. Et je pense que la force, elle vient aussi d'une certaine forme de fragilité, mais qui se camoufle. Oui. Voilà, ça se camoufle et tu crées des carapaces et tout pour être fort et pour pas te laisser abattre. Complètement. Mais voilà, aujourd'hui, je parle de ce sujet avec beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de compréhension et De maturité aussi, certainement, puisque tu as grandi. Forcément, il y a des choses que tu comprends plus facilement que quand on a 14-15 ans, c'est ça, où la vie n'est pas facile à comprendre déjà à cet âge-là. c'est ça. Et tu as quand même réussi à être persévérante et à continuer dans ta vie en te disant je sais où je veux aller, je vais quand même continuer malgré ce qui se passe. Comment tu as réussi à justement avoir cette persévérance-là? Est-ce que ça vient, est-ce que ton papa t'a aidé à ce moment-là? Est-ce que ta maman t'a dit des choses aussi pour te dire non, ne lâche rien malgré ce qui se passe, pense aussi à toi et à ton avenir? Alors c'est intéressant d'aborder ce point-là parce que pour remettre un peu de contexte, donc ma mère tombe malade, voilà, je suis au collège, après j'arrive au lycée. C'est le moment où tu dois un peu choisir voilà, ton chemin, ton parcours, c'est ça. Et naturellement, moi, j'avais décidé de partir dans l'hôtellerie, la restauration et mes parents, forcément, on a décidé de faire un choix d'aller que j'aille dans une école qui est en Suisse, qui s'appelle le Glion, donc c'est Glion Institute of Higher Education, GIHE, et c'est une école qui, sur 3 ans, te permet d'obtenir à la fin ta licence en gestion hôtelière et donc, moi, j'étais partie sur ce chemin-là. J'ai eu du mal, en fait, à réaliser que j'allais partir, parce que c'est dur de partir de ta famille, loin de ta Et famille, oui, dans ce genre d'environnement, dans ce genre de situation. Mais mon père, et d'ailleurs ma mère aussi, m'ont pas laissé le choix. Voilà. Ils m'ont pas laissé le choix parce que il faut quand même avancer dans la vie. Et je pense que c'est ce que je garde le plus, c'est cette notion que si le monde s'écroule, il faut quand même garder le cap et aller de l'avant. Je pars en Suisse pour 3 ans, où il y a des alternances d'écoles et de stages entre plusieurs campus. Et pendant toutes ces expériences scolaires et professionnelles, en fait, je me rends compte que pareil, je suis dans un cercle fermé, je me renferme un peu aussi sur moi-même parce que je ne suis pas naturelle. Je sais que dans ma vie perso, que je ne peux pas expliquer à tous bien mes sûr. amis, à tous mes potes de classe, j'ai une vie perso compliquée. Et à cette époque-là aussi, j'ai du mal à l'expliquer. J'étais un peu, voilà, cette fille un peu bizarre avec des émotions difficiles, qu'on voit pleurer un coup et qu'on voit souriante le lendemain. Mais parce que je voulais pas l'expliquer aux gens. Voilà, je le gardais encore pour moi. J'étais dans ma chambre, je faisais mes études. Mon but, c'était de rendre fiers mes parents. Oui. C'était de pas les décevoir. Et effectivement, fallait que je reste forte parce que j'avais pas envie d'être ce poids en plus que ce qu'était déjà, on va dire, la maladie qui nous était tombée dessus. On garde le cap, on fait les études. Je termine mes études en 2016. Oui. J'obtiens ma licence. Et ma mère n'a pas pu assister à ma remise de diplôme. Mais il y avait mon père, mon frère, et elle était en visio. Et ça m'a touchée parce que juste après ça, elle est partie. Ok. Voilà. Elle a tenu bon pour me voir, Oui. me faire diplômer. Elle a vraiment été forte, elle aussi, Oui. en fait. Oui. De 2007 à 2016, il en faut du courage et de la force pour tenir. Et donc, quand tu vois ça, quand tu vois un père qui donne toute sa vie pour son travail, qui s'occupe aussi de ma mère pour qu'elle ait un semblant de vie normale, et ma mère qui lutte contre la maladie,
j'ai quand même un exemple de parent au niveau de la force, qui est quand même là, tu vois. Oui. Donc, tu peux pas être moins. Non. Tu peux que être pareil ou plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je cultive cette force. Oui. Je pense qu'elle tenait pour justement te pousser à aller jusqu'au bout et se dire, c'est pas le moment que je parte avant et je vais partir au moment où elle peut s'accomplir. Et donc, c'est beau, finalement. C'est très, très beau. Ça veut dire qu'elle t'a soutenue et que je pense qu'elle te soutient encore aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu obtiens ton diplôme et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, à la suite du diplôme, alors j'étais déjà engagée dans une démarche de stage, parce que c'était mon dernier stage pour réellement clôturer, on va dire, mes études. Et à ce moment-là, je suis à Milan en stage au Four Seasons, donc, qui est un hôtel de luxe, qui est un hôtel 5 étoiles. Donc, je suis dans cette filière de l'hôtellerie de luxe, un métier très exigeant, des horaires exigeants, un groupe extrêmement exigeant aussi, hein. Et donc, j'arrive dans cette équipe, je suis fraîchement diplômée et dans un autre pays, en fait, hein, aussi. Je suis en Italie. Donc, ça va parce que c'était quand même ma culture, puisque j'ai été élevée par un Italien, donc je connaissais plutôt bien. Et donc, j'ai pas été dépaysée, heureusement. Mais par contre, effectivement, au bout d'1 mois de stage, c'est là où ma mère part. Et j'ai eu 2 semaines pour gérer mon deuil. Donc, c'est assez court quand même. C'est pas beaucoup, c'est relativement peu, effectivement. Surtout que moi, je voulais rester en France. Je voulais rester auprès de mon père à Cavalère. Et c'est lui qui m'a dit, Amélie, il est hors de question que tu restes. Tu dois terminer ce que tu commences, parce que la vie, elle est comme ça. Parce qu'on doit toujours avancer. Tu dois toujours terminer ce que tu commences. Et donc, si tu as commencé ton stage, tu peux pas quitter comme ça. Donc, au bout de 2 semaines, il m'a renvoyée en Italie, à Milan. Alors, forcément, j'ai encore gardé pour moi, j'étais dans ma chambre seule, dans mon petit studio. J'ai eu des soirs, des nuits terribles où j'appelais quand même mon père en pleurs, j'appelais mon frère en pleurs. Et puis, eux-mêmes, ils se disaient, mais oh là là, comment on va faire ? Elle a toujours pas réussi à gérer ça. Mais c'était normal. Tout à fait. C'était normal. J'ai trouvé après que c'était normal. J'avais besoin de plus de temps, en fait, finalement. Et donc, mon stage se déroule jusqu'à la fin de l'année 2016. J'ai eu de la chance d'avoir une équipe super qui comprenait que de temps en temps, j'avais besoin de m'isoler pour mieux tenir tous les jours jusqu'à la fin du stage. Et en fait, arrivé à la fin du stage, je suis partie, je suis rentrée à Cavalère. Et là, j'ai dit à mon père, s'il te plaît, laisse-moi du temps, quoi. Laisse-moi du temps, j'ai besoin de temps pour gérer ça, j'ai besoin de temps pour me recentrer, pour vraiment comprendre là où je vais. Parce que quand bien même, à la base, j'avais une carrière toute tracée, en fait, quand il te manque un pilier dans la vie, c'est un vide. C'est un vide que tu dois essayer de combler et personne ne te donne les cartes, en fait, pour redistribuer ta vie. Et donc, j'ai essayé de redistribuer mes cartes, j'ai pris du temps, ça m'a fait du bien. Mais par contre, voilà, mon père, comme tu l'as compris, c'était pas quelqu'un qui laissait beaucoup l'espace au doute. Au doute et au rien faire. Donc, il m'a dit, retrouve un boulot. Et là, j'ai retrouvé un boulot à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc à côté de Nice, proche de ma famille, en tout cas proche de mon père. Donc, toujours chez Four Seasons. Et ça a été super parce que là aussi, j'étais toujours dans ce milieu que j'adorais, l'hôtellerie de luxe, c'est un palace. Et heureusement, la clientèle m'a aussi beaucoup aidée. L'équipe, la clientèle, ça m'aidait à avancer finalement, à me dire que voilà, on n'a pas tous les mêmes chemins de vie, mais on se retrouve tous finalement à cet endroit-là et donc on avance. Et qu'il fallait que tu construises aussi ta vie, que ta vie ne devait pas s'arrêter, même s'il y a eu un passage difficile. Mais est-ce qu'au fond de toi, c'est vraiment ce que tu as envie de faire ? Tu veux rester dans ce milieu où tu te poses quand même des questions ? C'est vrai que... Donc, encore une fois, quand ma mère elle est tombée malade et que je devais chercher ma voie, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis ma vie entre parenthèses, ma vie perso, et je me suis dit, il faut que je me dédie dans mes études, faut pas que je rate mes études, ce sera l'hôtellerie, j'avance et je dois pas me louper, quoi. Voilà, j'ai pas de place, il n'y a pas la place à l'erreur ou il n'y a pas la place à l'échec. Donc, j'ai fait les choses très instinctivement, mais aussi très prévues à l'avance. Si tu veux, je savais que pour avoir cette carrière-là, il fallait que je passe par ces étapes-là. C'était très structuré. Voilà, ma vie, elle était très tracée, très structurée. Donc, j'ai pas cherché à comprendre si c'était ça que je voulais vraiment faire après. Je l'ai fait.
Oui. En pilotage automatique, comme j'aime bien le dire. Et heureusement, la passion m'a quand même fait tenir dans ce métier extrêmement exigeant. Et j'adorais en fait. Oui. J'adore le service, j'adore le contact humain. Je suis faite pour ça. Mon profil de vie m'a poussée aussi vers ça. Donc, je ne m'étais pas trop posé la question. Jusqu'à ce que quand même, il y a eu un moment donné où, quand j'étais donc dans mon premier job, donc au Four Seasons de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'était mon premier job payé, avec Et oui. mon premier salaire. Avant ça, c'était des stages ou des petites opportunités courtes de travail. Et là, je me suis dit, mais en fait, quand je vois les gens au-dessus de moi que je respectais beaucoup, je me disais, waouh, quand même, il faut quand même beaucoup de temps avant d'arriver à un poste que moi j'aspirais. Parce que Bien sûr. j'étais concierge, j'étais réceptionniste, j'étais beaucoup à l'accueil. Mais j'ambitionnais pas de rester là. J'avais, pour mes projets de vie pro, j'ambitionnais quand même à aller un peu plus loin que d'être dans l'opérationnel quotidiennement. Et quand je regardais les gens qui étaient à des postes un peu plus importants, des postes de réflexion, des postes de direction, des postes de management, je me disais, waouh, est-ce que j'ai envie de passer ma vie et d'attendre encore 5-10 ans à atteindre ces postes-là? Parce que finalement, je pense que je suis prête. Bien je sûr. me sentais prête, peut-être pas psychologiquement, mais je me sentais prête professionnellement. Parce que moi, le travail, j'ai été formatée pour travailler sans compter mes heures et que le travail soit surtout bien fait. Donc j'étais prête, je me sentais prête, mais il faut croire que la vie, elle te donne pas tout le temps ce que tu veux, à l'instant où tu le veux. Et oui. Et donc, il faut faire preuve de patience. Mais c'est surtout que j'ai eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai peut-être pas envie d'attendre tout ce temps-là. J'ai une impulsion, si tu veux, qui m'est venue. Et je me suis dit, voilà, est-ce que c'est le moment où il faut que je la saisisse ou pas? Et à l'époque, enfin je dis à l'époque, c'était en 2017-2018, la notion d'entrepreneuriat Oui. vis-à-vis de mon père et avec mon profil, enfin avec comment lui me connaît personnellement, c'était Oui. inenvisageable. C'était Amélie, faut que tu aies un boulot, faut que tu aies un CDI, faut que tu sois dans un super poste et si ça doit prendre le temps que ça prend, bah, tu vas patienter et tu vas travailler dur comme tout le monde. Et moi, je n'étais pas tout à fait alignée avec ça, quoi. Tu vois, je comprenais mon père, Oui. j'ai toujours écouté mon père, mais à un moment donné, il fallait que je commence à m'écouter moi aussi. Et donc, c'est là où, vers la fin de cette expérience de travail, où je me suis dit, allez, j'ose, je casse un peu, on va dire, mon chemin tout tracé. Oui. Et j'ose m'épanouir, j'ose entreprendre mes projets de vie, en fait, mes projets de vie pro. Et t'imposer en tant que femme. Aussi, et surtout. Puisque là, tu n'as plus le même âge. Tu n'es plus la petite adolescente de 15 ans. À cette période-là, tu as quel âge à peu près? J'avais, donc je finis mes études à Glion, j'avais 22-23 ans. Effectivement, à l'époque, c'était jeune. Oui. Donc, à cette période-là, c'était Surtout jeune. de parler d'entrepreneuriat. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 22 ans et qui se lance, c'est presque normal. Exactement. Donc voilà, j'avais 22-23 ans et je me disais, ok, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais je le garde dans un coin de ma tête. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parlait. Plus je le mentalisais dans ma tête et plus ça prenait de la place. C'était évident. Et oui, c'est ça. En fait, c'était inné, c'était une évidence que j'avais besoin que ma personne, on va dire, j'avais besoin de l'entrepreneuriat pour me constituer en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'être humain. C'était vraiment une des pièces manquantes. Voilà. Du vide, encore une fois, que j'aurais dû, que je devais essayer de combler pour me construire, pour continuer d'avancer. Et donc, j'écoute quand même mon père, malgré tout, parce que, encore une fois, ça reste quand même un pilier dans ma vie. Et je l'écoute et je décide de poursuivre mes études. Parce qu'effectivement, si tu veux augmenter de carrière dans ta vie, il faut aussi avoir les arguments pour. Donc, je décide d'aller à Monaco, dans une école d'études supérieures, une université. Il faut savoir que j'ai fait tout mon cursus post-bac en anglais. En tout cas, j'avais au moins toujours mes cours tout le temps en anglais. J'avais aussi de l'italien, j'ai aussi eu de l'espagnol, j'ai aussi appris le russe. Et ça, tu vois, ça aide aussi à tenir bon parce que ça te cultive, ça te maintient occupé. Oui. Ça t'évite de penser à des choses un peu plus tristes qui t'arrivent, quoi. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tu es trilingue. Oui. Donc, tu parles couramment français, italien, anglais, d'autres langues également, puisque tu as cette facilité, en fait, d'apprentissage des langues, forcément. Et ça t'aide beaucoup, en plus, dans ce métier-là. C'est ça. Forcément, ça t'ouvre peut-être
plus facilement des portes, même si tu travailles dur pour y arriver. Donc tu continues ton master cette fois-ci à Monaco. C'était le deal, en gros, que je continue mes études, ça c'était une volonté personnelle, c'est-à-dire que mon père m'a pas forcément imposé d'aller plus loin. De toute façon, moi je suis quelqu'un, dans les études, j'ai toujours été j'étais bonne à l'école, je me suis même révélée pendant mes études en Suisse, j'ai eu des très bonnes notes, j'étais vraiment fière de moi, j'étais très contente et j'ai pas eu besoin d'aide de la part de mes parents, ils pouvaient me faire confiance que j'étais quelqu'un de scolairement parlant appliqué. Voilà, j'étais impliquée, j'étais appliquée et je donnais tout. Alors, je t'avoue que quand j'étais on va dire à l'époque en filière scientifique, j'étais en bac S, j'ai vécu l'enfer parce que j'étais absolument pas destinée pour faire du scientifique. J'avais une aisance linguistique, j'avais un attrait aussi pour tout ce qui était juridique, justement parce que ma mère était dedans. Enfin voilà, j'étais pas prédestinée à faire du... Plus le côté littéraire, intellectuel. Exactement. Que le côté mathématicien. Complètement, complètement. Et ce qui est marrant, c'est que de cette expérience-là aussi, ça m'a énormément forgée. Parce que comme j'étais j'étais nulle, faut le dire, hein, j'étais nulle, je ne m'en sortais pas. Tout ce qui était les mathématiques abstraites, je comprenais pas du tout, quoi. J'étais complètement larguée. Et ben, je devais tellement travailler chez moi à l'école, quand je sortais de l'école, en plus, pour réussir à maintenir une moyenne un peu décente et pour avoir mon bac en fait. Donc j'ai galéré, franchement j'ai galéré, c'était très dur. Mes parents ne pouvaient pas m'aider non plus parce que mon père n'avait pas ce recul scolaire pour m'aider. Comme je disais, il a travaillé très tôt à 14 ans. Et ma mère, elle avait d'autres chats à fouetter, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils étaient déjà très occupés par leur travail qui devait leur prendre beaucoup de temps parce que dans la restauration, c'est des horaires assez complexes, surtout pour une vie de famille. Donc ça. Effectivement, tu as dû être en fait... M'autogérer. T'autogérer, exactement. J'ai dû m'autogérer, ça a forgé un peu ma maturité aussi dans le fait d'être rigoureux, que si je voulais avoir des notes convenables, je devais faire ce qu'il fallait, je devais réviser, je devais travailler plus, je devais comprendre ce que je faisais. Et comme mes parents mettaient quand même beaucoup la pression au niveau des notes, du scolaire et tout, parce que pour eux c'était gage de réussite finalement, je voulais pas les décevoir. Là aussi, je devais être forte au niveau scolaire et donc ça me suit encore aujourd'hui. Et ce qui fait que, en fait, quand je vais à Monaco, je l'ai voulu. Si tu veux, je l'ai voulu, j'ai dit à mon père, voilà, c'était ma décision, c'était consenti vraiment. Et mon père m'a dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que le monde est ouvert à toi, mais où est-ce que tu veux aller? Et je lui ai dit, écoute, je reste dans une filière qui me plaît, alors qui était à ce moment-là plus trop l'hôtellerie, parce que comme j'ai expliqué, je me disais, oh là là, ça va être long pour arriver à mon but. Oui. Mais par contre, je décide d'entamer un cursus de master en 2 ans dans tout ce qui est management du luxe. Donc ça complétait ce que j'avais déjà finalement vu en hôtellerie. Bien sûr. Donc je fais ça, je rencontre des gens super, ça se passe entre 2018 et 2019. J'effectue un stage, je deviens concierge pour les yachts à Saint-Tropez. Donc ma première expérience était en tant que stagiaire et j'étais dans un bureau, on était 3 et on devait gérer les bateaux qui venaient et qui avaient besoin de réservations dans le port et en plus qui devaient réserver des restaurants. Enfin voilà, j'étais pas perdue, c'est juste, on va dire, l'environnement qui changeait. J'étais plus dans l'hôtellerie pure, j'étais dans le yachting et ça a été super intéressant parce que là aussi tu rencontres, t'as pas une vie... T'as pas une vie comme les autres non plus professionnellement parlant. Tu es confronté à des clients extrêmement riches, des personnalités publiques, y a de l'extrême confidentialité, y a des choses qu'on gérait au quotidien avec des demandes absurdes, mais j'adorais ça, quoi. Voilà, ça c'est passionnant, c'est motivant. Et ça me passionne encore de répondre à des exigences et à des demandes farfelues. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Mais en 2019, fin 2019-2020, là, il y a le Covid qui arrive et là, personne n'était préparé, quoi. Non, personne. Personne n'était préparé et surtout, on a pris cher. C'est-à-dire que tout ce qui était yachting, hôtellerie, restauration, tourisme, c'était le secteur qui a fait... qui a clairement... le plus pris avec le Covid, Voilà, c'est ça. Le plus impacté, en fait. C'est ça, c'est surtout que mon père qui était tout content de me dire que je reprenais les études, que j'allais aller encore de l'avant, lui et moi, au moment du Covid, parce que je suis retournée, j'étais
j'étais à Antibes d'ailleurs, j'allais entamer ma 2e saison avec l'entreprise de yachting et je venais de m'installer dans mon nouvel appartement avec mes 2 chiens et tout et là en fait il faut rentrer chez soi quoi. Voilà, il n'y a pas de travail, pas d'activité économique, tout le monde doit fermer. Je suis rentrée à Cavalère, je suis rentrée avec mon père, on s'est regardés comme ça tous les deux, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Très dur pour 2 personnes qui aiment tout le temps travailler un peu hyperactifs et qui aiment finalement surtout qui doivent se stopper. C'est ça, mais c'est surtout qui aiment tout contrôler. En fait, je pense qu'on aime contrôler la vie. En fait, on aime contrôler comment les choses vont se passer, la carrière, est-ce qu'on mange à midi, ce qu'on va faire demain. On anticipe tout. On est une famille d'anticipateurs. Rien n'est laissé au hasard. Mais d'un côté, ça peut être un défaut, mais pour moi, pour ma vie, c'était une force. Donc finalement, toi aussi, tu as ce côté-là. Oui. Tu aimes entreprendre, donc ça va arriver par la suite. Tu aimes contrôler certaines choses, tu aimes faire les choses par toi-même aussi. Et ça, je pense que petit à petit, tu commences aussi un petit peu à le comprendre. C'est ça, c'est que quand je me rends compte qu'en fait, au moment du Covid, ça me plaisait pas d'être sans projet, d'être dans ce secteur du tourisme qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Alors là, ça tombait plus sur ce secteur-là qu'un autre, mais ça m'a quand même ouvert les yeux. À ce moment-là, j'ai 27 ans. Tu comprends mieux la vie aussi. Tu te dis que si tu veux garder un certain train de vie, que tu veux arriver à tes ambitions et à atteindre tes objectifs, il faut que tu te donnes les moyens. Et à ce moment-là, quand tu es en plein Covid avec ton père et qu'on se regarde tous les deux et qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce on va être mangé, tu contrôles plus rien. Et là, moi, je me dis mais je sais que il faut que ça marque la fin. Je sentais que ça marquait la fin d'une vie. Tu vois, on va dire de ma 2e vie, parce que la première, c'est mon enfance, elle est encore un peu floue, mais ma 2e vie, voilà, ma vie entre parenthèses, ma vie de l'hôtellerie, ma vie du luxe, voilà, elle va elle touche à sa fin. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça a réveillé en moi, justement, ce côté entrepreneuriat. J'ai osé en parler à mon père à ce moment-là. J'ai osé lui en faire part, lui dire que c'était vraiment quelque chose qui prenait de la place, que j'avais dans la tête, que je voulais développer et que je prenais la responsabilité de la réussite ou de l'échec. Voilà, il ne devait pas se sentir responsable de mon échec, finalement, si échec il y avait. Et ça a été un pari, en fait, sur moi, un pari sur mes capacités futures, qu'aujourd'hui je développe encore. Ça a été un gros pari à ce moment-là de me dire, est-ce que ce ne serait pas le moment de se lancer, quoi? Est-ce que ce ne serait pas le moment de se lancer? Et alors, comment lui l'a pris à ce moment-là? Quand tu lui dis ça, est-ce que justement, il va se refermer et non, en fait, pour lui, c'était tracé? Ou au contraire, il va quand même t'écouter et peut-être voir les choses autrement et se dire, peut-être qu'elle a raison finalement? Alors mon père estime que j'ai raison que quand je prouve que j'ai eu raison. Donc si tu veux, je suis encore en train de le prouver. J'ai réussi à faire certaines preuves, heureusement, que on va dire l'objet de notre société aujourd'hui me permet de dire que voilà, on a réussi. Bien sûr. Mais par contre, il fallait le prouver. Voilà, mon père me donnait pas raison jusqu'à temps que je prouve pas que ça fonctionne. Il a fallu que je me batte un peu. Voilà, que je me batte un peu, que je prouve, que je fasse entendre mes compétences. Et encore une fois, effectivement, le fait d'entreprendre, fallait pas entreprendre dans tout et rien. Il fallait avoir aussi un fil conducteur. Bien sûr, un objectif. Et c'est ça, un objectif clair quand même pour avancer avec des pas solides. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une école. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que très peu de personnes savent, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une école. Quand je jouais toute seule dans ma chambre, je rêvais que j'avais des élèves, que je transmettais. Le partage, c'est aussi beaucoup relié à l'hôtellerie et la restauration, le partage avec la clientèle. Mais là, c'était un partage différent. Je renoue avec ça, je renoue avec moi-même à ce moment de Covid. Et quand j'en parle à mon père, hors de question, là comme ça, de se lancer dans l'entrepreneuriat, t'as aucune base, t'as pas de recul, t'as fait des stages et t'as quelques années t'as 2 ans de salariat, en gros je suis pas légitime pour entreprendre, quoi. Alors, quand ton père, la personne qui est ton pilier, te dit ça, je t'avoue que ça donne matière à réfléchir à 2 fois. Bien sûr. Après, effectivement, heureusement, mon père reste quand même ouvert au dialogue. C'est quand même quelqu'un qui aussi reste connecté avec le monde dans lequel on vit et qui avance. Et lui aussi, il avance dans le monde qui évolue. Je suis à un âge aussi où finalement, à 27 ans, je dépends plus de lui réellement dans mes choix.
Tu t'imposes un peu plus C'est aussi. ça, j'ose un peu plus m'imposer. Et donc, j'ai pris la décision encore de me former. Parce que, encore une fois, la formation, ça te donne des bases du travail que tu vises. Et moi, pendant le Covid, j'avais déjà envie de me former dans la pédagogie. J'avais d'ailleurs dit à mon entreprise dans le yachting, vu qu'ils m'avaient réembauché la 2e saison, j'allais être salariée, enfin j'étais salariée, et on devait recruter un stagiaire. Et je leur avais dit, est-ce que, s'il vous plaît, je peux former cette personne parce que ça me tient à cœur, j'ai envie que ce soit bien fait, tu vois. Et il m'avait donné le OK, mais c'était, voilà, on te dit oui, tu vas former, mais on va voir, quoi. Et quand il y a eu le Covid, j'ai cherché, je me suis quand même formée, j'ai payé ma formation. C'était une formation que j'ai faite en ligne parce qu'au moment du Covid, il n'y avait pas de choix. Voilà, on n'avait pas le choix. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire autant quand je suis allée en Suisse pour faire mes études d'hôtellerie, ça a été une première révélation de moi, de mon profil, etc. Là, la pédagogie, c'était une révélation. Je vibrais, quoi. Ça a éveillé quelque chose en toi. Complètement. Finalement. Moi, je vibre pour ce métier-là. Je vibre pour la formation, la pédagogie, la transmission. Et c'était marrant parce que j'étais persuadée que il ne fallait pas forcément avoir des années et des années d'expérience pour être bon dans quelque chose. Oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'il y a des profils, tu vois, il y a des gens qui se donnent tellement les moyens et qui comprennent tellement vite, c'est presque tellement inné et une vocation chez eux. Don. Exactement, c'est quasiment un don que tu absorbes beaucoup plus vite les choses et tu les retranscris beaucoup plus facilement aussi. Donc autant quand j'étais dans une filière scientifique, effectivement, là, il fallait que je travaille dur, autant dans la pédagogie, ma formation, je la buvais, quoi. C'était fluide. C'était super fluide. C'était une évidence, je pense. C'était évident et c'était fluide et ça faisait du bien, enfin, de ne pas avoir à batailler pour ça, en fait. Oui. Et donc cette formation, elle se passe super bien. Le centre de formation à distance était correct. Voilà, ça s'est très bien passé. Et il fallait encore un stage. Du coup, je repars un peu à zéro, je fais un pas en arrière. Je repars en stage pour valider mon bac plus 2, mon titre pro de formatrice pour adultes, parce que je m'inscris donc dans un cursus de formateur pour adultes. Et pour valider ce stage, ça c'était encore à l'époque où il y avait un TP sur 2 blocs de compétences. Pour valider ça, il fallait un stage. Et là, je tombe dans la pire entreprise de formation. D'accord. Je tombe sur le pire stage, entre guillemets, la pire entreprise. Le stage était bien, mais l'entreprise pour laquelle je travaillais était horrible. Horrible dans le management, horrible dans l'organisation, horrible dans le service client, on va dire, les stagiaires, les écoliers, les étudiants. Et c'était dur, quoi. Mais j'ai envie de dire, ça a été la pire et en même temps la meilleure expérience professionnelle. Et oui. Parce que j'ai tellement appris, c'était tellement n'importe quoi, c'était tellement la galère que, tu vois, on devait... En fait, tu as vu tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est ça. Et en voyant ce qu'il ne faut pas faire, tu apprends à ce qu'il faut bien faire. Exactement. Ouais. Et il y avait il y avait un décalage tel entre ma formation, ce qu'on m'avait dit sur le papier, et quand j'en rentre dans cette entreprise de formation, le terrain, je me suis dit, mais waouh, je suis tombée où, quoi. C'était la guerre. Franchement, c'était la guerre. Et en plus... À la base, on me recrute pour être formatrice en BTS Tourisme à distance. Donc moi, à cette époque-là, j'avais pris un appart à Toulon. J'avais créé ma bulle un peu et je me suis dit, c'est parfait, c'est le bon plan. Je peux créer mes ressources pédagogiques à distance. Je m'occupe de mes stagiaires. Tout va bien se passer. Et en fait, on va dire mi-2020, fin 2020, le Covid commence un peu à s'estomper, il y a plus les écoles peuvent réouvrir, hein, parce que les écoles étaient les premières structures à pouvoir ouvrir normalement, avec des aménagements, on ne pouvait pas tous être ensemble, il fallait qu'on porte les masques et tout. Mais du coup, on me demande d'être physiquement présente sur place. Et là, justement, déjà, c'était le bordel à distance. Quand je suis arrivée sur place, là, j'ai compris pourquoi. Tu vois, j'ai compris pourquoi. Et donc, dans ce stage, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Le corps pédagogique était exceptionnel. Le problème, c'était la direction. Et là, si tu veux, ça a renforcé ce truc en moi de me dire, mais pour que les choses elles soient bien faites, il faut qu'elles soient bien dirigées. Oui. Et là, en fait, j'ai compris, ça a connecté. Je me suis dit, OK, voilà, j'ai vraiment quelque chose à construire pour moi, par moi et pour moi. Oui, en fait, finalement, tu te découvres dans un métier de formatrice où finalement, tu te dis, tiens, la pédagogie, la formation, c'est ce qui me plaît. Et en même temps, tu te rends compte que tu aimes quand même faire les choses selon ta manière. Tu es perfectionniste parce que tu aimes que les choses soient bien faites et que ce soit carré. Et pour ça, quoi de mieux que de diriger soi-même
finalement son entreprise, tout créer de soi-même. Tu apprends avec les erreurs des autres. C'est vrai. Et donc, à la suite de cette expérience professionnelle un petit peu particulière, tu prends une décision. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de mon stage, parce que heureusement, il devait bien se terminer un jour, on m'a proposé de m'embaucher en CDI. Donc là, mon père était ravi, mais il ne comprenait pas que c'était vraiment un cadeau empoisonné, en fait. Donc, au moment où on me propose ce CDI dans cette structure, franchement, je me pose la question 2 fois. Je me dis, est-ce que j'ai encore envie de subir? Parce qu'en fait, ce qu'il faut recontextualiser aussi, c'est que j'étais en stage, j'habite à Toulon, on me demande physiquement de venir sur place. Donc, j'ai les trajets, j'ai les frais de transport, etc. Avec ma pauvre gratification de stagiaire de 400 €, tu vois, c'était compliqué quand même, hein. Heureusement que mon père m'aidait encore à ce moment-là. Et si tu veux, au moment où on me propose ce job, je me dis, mais attends, tout ce que j'ai à faire, je comble beaucoup de postes de formateurs au sein de l'entreprise, alors que moi, je suis juste une stagiaire et j'en fais mais 1000 fois plus. Et surtout que juste avant que mon stage se termine, la responsable pédagogique sous qui j'étais, sous sa responsabilité, on va dire, elle part en burn-out. Et c'était normal, parce que c'était tellement la galère que les gens, le corps pédagogique tombait les uns après les autres, tu vois, en burn-out. Et donc, il y avait un problème. Et déjà, de 1, j'avais dû rattraper et récupérer tout le boulot que cette responsable, elle assumait au quotidien, qui était énorme. Il y avait la gestion de planning, il y avait 600 étudiants. On devait mettre en place une plateforme e-learning, créer tous les supports pédagogiques, les digitaliser, créer les accès pour tout le monde. Enfin bref, c'était horrible à gérer. Et en plus de ça, fallait aussi que moi, je forme. Et former, c'est un vrai métier, tu vois, ça nécessite une certaine ingénierie pédagogique. Tout à fait. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au moment où on propose le job, la responsable pédagogique, elle part en burn-out. Et je me dis, waouh, Amélie, est-ce que tu as vraiment envie de t'envoyer dans ce genre de truc, tu vois? Et là, j'ai été, tu vois, très forte et tout, toute ma vie. Je sais ce que c'est la valeur du travail, je sais ce que c'est de travailler dur. Mais là, en fait, je me suis dit, faut pas être maso, quoi. Complètement. Voilà, faut pas être maso, je le sentais pas, en fait. Je le sentais pas. Et je prends la décision de créer mon auto-entreprise. Là, je dis à mon père, écoute, regarde ce que c'est. Est-ce que tu veux vraiment que je sois en CDI dans ce genre de boîte qui est horrible? Est-ce que c'est ça vraiment l'idée que tu as de ma stabilité? Et moi, alors que j'étais en pleurs, tu vois, je disais, mais regarde, c'est pas possible, c'est pas gérable. Oui, parce que là, c'est le CDI, mais à quel prix finalement? Exactement. Je lui dis, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Et c'est là, en fait, c'est la prise de conscience que lui, il a eue pour lâcher un peu les vannes, ouvrir un peu les vannes allez, Amélie, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner ton parcours d'entrepreneur, mais je ne suis pas contre. Voilà, je ne suis pas contre. Je vais essayer de te soutenir du mieux que je peux. Parce qu'en plus, je suis dans un secteur que lui, par contre, il ne connaît pas du tout. Donc, je pense qu'il avait un peu peur aussi, tu vois, de ne pas maîtriser. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus parlant pour lui. Bien sûr. Et puis là, d'un coup, tu parles d'un secteur d'activité qu'il ne connaît absolument pas. Tu parles d'auto-entreprise. Il faut le dire quand même que ça fait peu de temps, je trouve, qu'on en parle véritablement, qu'on connaisse un petit peu le sujet. Il y a encore 10 ans, 15 ans en arrière, il y avait très peu de gens qui se lançaient, ou alors des hommes dans le bâtiment. C'était plus ça qu'on associait la micro-entreprise, l'entrepreneuriat, à des métiers dans l'artisanat plutôt. C'est ça. Et c'est vrai que là, toi, tu parles en tant que femme, tu parles de formation et tu parles d'auto-entreprise. Je pense qu'au début, il a dû être un petit peu perdu. Mais il était perdu, il était un peu... il avait peur, en fait. Il avait peur pour moi que je m'en sorte pas. Et ça, c'est une peur, tu vois, que les parents de sa génération transmettent aux enfants de notre génération. Et c'est ça, tu vois, qui est marrant, c'est que on a eu tellement besoin de prouver, de batailler, de faire valoir notre valeur pro ou même perso, qu'au final, aujourd'hui, c'est facile. En fait, aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah, je veux me lancer à mon compte », mais c'est presque tout cuit, tu vois. C'est vrai. C'est presque tout cuit. C'est tellement démocratisé maintenant, l'entrepreneuriat. Il y a presque autant d'entreprises en auto que ce qu'il y a d'entreprises en société, tu vois. C'est quand même énorme.
Et en tout cas, mon père, quand je lui dis ça, fallait à un moment donné lâcher un peu, tu vois, le lest. Il fallait lâcher du lest et me laisser un peu faire. Voilà, là, c'était le moment où, tu vois, la Amélie qu'il a connue, qui écoutait, qui faisait tout, qui était super réglo dans ce qu'on lui demandait de faire, ben, prend des risques, elle se cherche, elle essaie de s'accomplir et c'est ce qui m'a en tout cas, c'est ce qui m'a donné l'impulsion, c'est ce qui m'a motivée à me dire, ben, en fait, je vais le faire, je vais me prouver à moi. Parce que j'avais pas forcément envie de prouver aux autres, mais je veux me prouver à moi-même que malgré que je parte d'une situation familiale aisée, que j'ai quand même eu des parents qui ont été derrière moi, qui m'ont soutenue, qui m'ont pas laissé, qui m'ont pas abandonnée en fait, scolairement parlant ou personnellement, que j'avais une carrière toute tracée et tout, et ben que malgré ce schéma qui était idyllique, qui était facile, et ben que finalement, même si on sort de ça, qu'on sort de sa zone de confort, et ben que c'est à ce moment-là où la vraie vie d'adulte, elle commence. Moi, c'est là où ma vraie vie d'adulte, elle commence. J'ai pas 30 ans, j'avais 28 ans à ce moment-là, en 2021, où je commence vraiment à me dire, vas-y, je crée mon entreprise. Mais c'était le bon moment. Sinon, si j'avais décidé de faire ça aujourd'hui, ça aurait été trop tard. Tu vois, il fallait que je le fasse. C'était limite pour moi. Si je le faisais pas, j'aurais été malheureuse toute ma vie. Je pense que tu t'assumes à ce moment-là. Ouais. Ce n'est plus la jeune femme, mais c'est la femme qui parle. Ton père, c'est ton pilier, ça on le sait. Mais finalement, aujourd'hui, tu veux prendre ton propre envol. Et je pense que tu en avais réellement besoin, vu tout ton parcours. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là où tu t'es dit, en fait, il faut que j'apprenne aussi à m'écouter, que je m'assume et que je comprenne mes envies. Et donc... go, c'est parti. Donc c'est parti, tu es auto-entrepreneuse, formatrice. C'est ça. Du coup, dans différents centres de formation ou un seul centre de formation? Alors, ce qui a été marrant, c'est que la responsable pédagogique qui est partie en burn-out, entre-temps, a ouvert son propre CFA avec des étudiants BTS, licence, master. Et justement, comme je me suis lancée à mon compte, je lui ai demandé, en tout cas, on s'est recontacté, et je lui ai demandé s'il y avait une place pour moi dans son nouveau CFA pour... être formatrice. Voilà, c'est ça, pour être formatrice. Alors, moi, j'avais quand même envie de garder soit les langues étrangères, forcément, c'était mon domaine de prédilection, ou l'option luxe. Je voulais développer une option luxe pour les étudiants en BTS, licence ou master. Et elle m'a donné cette opportunité, elle m'a donné cette chance de développer l'option luxe avec elle dans son CFA qui venait de créer. Et c'était génial, franchement, c'était génial. Je me suis éclatée. J'avais des super étudiants. On a organisé un voyage scolaire en Suisse, dans le pays de l'horlogerie. J'ai organisé une super rencontre avec mon frère qui est horloger aussi pour une boîte très connue et un ami à lui qui est bijoutier dans une autre boîte très connue. Et on a organisé ça chez Four Seasons à l'hôtel des Bergues à Genève. Et c'était juste magnifique parce qu'ils nous ont super bien reçus. Et c'était, voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver ces sensations d'hôtellerie, de restauration avec ce personnel qui est juste incroyable dans ce milieu-là. Et on a organisé ça, c'était génial. J'ai aussi été formatrice en langue étrangère pour un centre de formation continue qui était basé à Marseille, qui avait plusieurs centres, mais j'opérais que pour un. Et un troisième centre de formation qui était un CFA aussi, qui avait besoin d'une formatrice en langue étrangère. Et c'est ce que je faisais. Je faisais langue étrangère, donc anglais et italien, pour tous les BTS. C'est-à-dire on me mettait tous les BTS dans la même classe. Donc j'avais plus de 40 étudiants en même temps dans la classe. Donc il fallait adapter les programmes en fonction des filières. Il fallait adapter les cours en fonction des profils des stagiaires. Et aussi, fallait rendre ça un peu attractif parce que on va pas se mentir, quand tu es en BTS et que tu es jeune et que tu dois apprendre l'anglais, faut rendre ça attrayant quand même, tu vois. Donc, j'essayais de rendre ça attrayant, avec les moyens que j'avais et les moyens qu'on me donnait aussi, j'essayais de rendre ça attrayant. Et ça a été un challenge quand même, de jongler sur ces trois centres de formation. J'ai fait aussi ça pour des particuliers à Cavalère, donc je me déplaçais. À ce moment-là, je déménage à Sainte-Maxime, donc j'avais trouvé mon chez-moi. Je faisais les déplacements entre Cavalère pour les particuliers, Marseille pour
un des centres de formation, Cannes pour le CFA avec mon ancienne collègue. Et voilà, j'essayais de composer ma vie avec tout ça. Donc j'étais très occupée. J'avais un emploi du temps à 100 à l'heure, mais ça m'allait bien parce que tu vois, le travail, c'était le maître mot. Et je voulais me prouver dans ce métier-là que j'étais capable. Et mon père me voyait, me laissait faire, il savait pas trop quoi dire. Mais tant que ça roulait quoi, tu vois. Et donc là, tu mets un petit coup d'accélérateur puisque finalement, ça te conforte dans cette idée de oui, j'aime ce métier et c'est dans cette voie que je veux me diriger. Mais t'as toujours cette ambition-là de créer ta propre entreprise, puisque auto-entreprise, certes, c'est sa propre entreprise, mais ça ne va pas vraiment dans la voie que tu voulais vraiment mener. C'était vraiment créer ton propre centre de formation. C'est ça. Et donc là, tu es satisfaite, tu te dis « Ok, c'est bon, je suis sur la bonne voie, mais maintenant, il faut que j'aille encore plus loin. » Parce que tu es une challengeuse quand même. Tu aimes les défis. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu as toujours des objectifs et tu veux toujours les atteindre. Et tu réfléchis. Ah oui. Tu ne fais pas les choses n'importe comment. Non. Donc raconte-nous. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que en avril 2021, je crée mon auto-entreprise. Il se passe 3-4 mois le temps que ça fonctionne, que je travaille pour donc ces différents organismes de formation. Et en fait, à un moment donné, je décide de rendre ça encore plus tangible et je décide de louer un local au rond-point de la Fouxe, dans le golfe de Saint-Tropez. Oui. Et donc, je loue ce local. À ce moment-là, je rencontre aussi Nolan, qui est donc mon associé aujourd'hui. Et compagnon dans la vie. Exactement. et donc, avec lui, on retape le local parce qu'il était dans un état minable. Et je lui ai dit, voilà, aide-moi à rendre ça optimal pour que je puisse former dedans pour mes particuliers, ou en tout cas pour les gens du Golfe, pour les langues étrangères ou pour autre chose dans cet espace-là. Donc, ça faisait quoi, 20 mètres carrés, il y avait une petite pièce, on a créé une pièce à part, on a mis la clim et tout, enfin bref, on a tout donné et au final, ce local, je l'ai gardé réellement 3 mois. Ça a tenu que 3 mois parce que je me suis rendu compte que c'était trop restreint en termes de zone géographique pour développer une activité comme moi je l'avais en tête. Donc j'ai fait une première erreur professionnelle à ce moment-là, forcément. Il fallait bien un démarrage. Il en faut toujours et elle nous aide toujours à rebondir. Exactement. Donc on avait un contrat, enfin un bail de location précaire, c'est-à-dire que tu es obligé de louer pendant 1 an, que tu veuilles partir ou pas. Donc on a payé, alors qu'on n'est resté que 3 mois, on a fait les travaux et on a dû payer le loyer pendant 1 an encore. Et entre-temps, on a créé la société avec Nolan, donc on a trouvé notre comptable, on a développé la société en octobre 2021 et en fait c'est de là que tout est parti. Voilà, vraiment l'aventure entrepreneuriale qu'on a développée jusqu'à aujourd'hui, ça a été ça, ça a été le départ de Riviera Formation, ça a été la construction sur tous les aspects de ce centre de formation qui est une vraie structure qui peut accueillir une capacité annuelle de 300-400 personnes et qui emploie des gens en fait, il y a des salariés. Donc voilà. Donc, dans ce parcours, ce lancement, tu rencontres quand même quelques obstacles parce que entreprendre, créer une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'en un claquement de doigts, tout peut se faire. Il y a des bons côtés comme des mauvais. Quels ont été, toi, les obstacles, justement? Alors, tout premièrement, les obstacles, dans le métier en tout cas, dans lequel nous on est, dans lequel on travaille, donc dans la formation professionnelle. Le premier obstacle, c'est tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire qu'on est soumis régulièrement à des changements de loi, à des décrets, à des nouvelles mises en place auxquelles il faut que l'on se conforme, parce que sinon, sans ça, tu peux plus exercer. Donc, les lois et la législation en vigueur pour la formation professionnelle, c'est déjà un obstacle en soi, parce que nous, on crée notre entreprise en octobre 2021 et au 1er janvier 2022, Calliope était obligatoire. Donc, ça a été parce que moi, tout de suite, j'ai été formée dans ma formation en ligne sur Calliope, je savais déjà, c'était super. Mais par contre, il y a eu un énorme décalage entre une fois que tu avais Calliope, pour avoir les financements, etc., avec les certificateurs. Donc, c'est là où on commençait à rentrer dans le dur, tu vois, de la formation, de la conformité. Là, j'ai découvert un autre monde parce que
On ne te dit pas forcément tout non plus quand tu commences une société. Donc, le premier vrai obstacle, ça a été ça. Ça a été de réellement maîtriser mon métier. Le deuxième obstacle qu'on a rencontré aussi, c'est effectivement la gestion d'entreprise. Parce qu'il faut savoir que c'est notre première boîte avec Nolan. Même si lui, il a un master en gestion d'entreprise, franchement, c'est notre première boîte réelle à tous les deux. Il y a la réalité du terrain aussi, parce qu'on peut apprendre à l'école, on peut nous donner toutes les techniques, mais la réalité reste quand même toujours différente. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut non seulement être professionnel, c'est-à-dire que quand tu loues un local, il faut être en capacité d'absorber tes responsabilités, il faut avoir les prestataires qui conviennent, il faut que le client, tu le suives, il faut qu'il y ait une certaine commercialisation, enfin bref, il faut une vraie gestion d'entreprise, un process de vente, etc., que moi je ne maîtrisais pas forcément en fait. Grâce à Nolan, c'est vrai qu'on a réussi à deux à mettre en place le process Riviera Formation, qui aujourd'hui nous permet de continuer à rester debout et d'avoir des rouages super solides et surtout que l'entreprise elle continue et qu'elle ne s'arrête pas au moindre grain de sable, parce que ceux qui travaillent dans ce métier-là sauront que dans la formation professionnelle ils peuvent nous pondre des nouvelles restrictions quasiment, je ne vais pas dire tous les mois, mais on y est presque, tu vois. C'est vrai que c'est un secteur d'activité qui est assez complexe, qui est très 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 réglementé. Et ce que j'aime beaucoup donc, chez Riviera Formation, c'est que vous êtes assez vigilants tous les deux à ce niveau-là. Et toi, de par ta formation, mais aussi ton expérience, je pense que tu souhaites vraiment aujourd'hui, et Nolan aussi, assidu et pointilleux. C'est ça. Et ça vous demande beaucoup de travail. Mais c'est ce qui fait aussi votre succès, il me semble. En plus, tu as cette notion luxe, prestige, qui se ressent d'ailleurs même dans tes locaux, que j'ai eu le privilège de pouvoir visiter. On le ressent, ça aussi, même dans ta posture. Et je pense que chaque expérience professionnelle de ta vie t'ont amené aussi à ce que ton entreprise ait cette image-là. Et ça se reflète comme une évidence. Hormis donc la partie réglementation, formation, les recrutements, le développement d'une entreprise, ça c'est tous les obstacles. Mais il y a eu aussi le succès. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que j'aimerais vraiment qu'on mette un point d'honneur dessus, puisque je trouve ça très déjà courageux de votre part, tout ce que vous avez fait, mais aussi honorable, puisque votre entreprise fonctionne bien. Est-ce que tu peux nous en parler des premiers bilans, de ces premières années, justement, comment ça s'est déroulé? Bien sûr. Donc, comme je disais, l'année 2022, elle a commencé fort dans le sens que c'était les premiers clients, c'était les premiers recrutements. Les premières erreurs, mais aussi les premiers succès. Donc, en termes de succès, si tu veux, on a été au bon moment, au bon endroit, et avec les bonnes personnes à l'époque. Pourquoi? Parce que cette fameuse entreprise où j'ai effectué mon stage, elle se situait dans une zone pas très loin de où on est aujourd'hui. Comme justement, ça a été tellement la galère, cette entreprise a dû fermer. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est ouvert, qu'on a ouvert l'entreprise. Donc, si tu veux, on était sur des sujets similaires, on était sur, on va dire, des thématiques plus classiques, business, création d'entreprise, langue étrangère, etc. Et on était aussi sur, on avait envie, en tout cas avec Nolan, de développer cette partie esthétique, massage, bien-être, beauté, etc. On a lancé ça. On a lancé d'abord le côté business avec moi en tant que formatrice et Nolan qui m'aidait à gérer l'entreprise, et le côté esthétique qui était un vrai pari. Et surtout, donc l'entreprise concurrente ferme et on arrive à débaucher aussi quand même l'assistante, à l'époque l'assistante commerciale et administrative qui travaillait dans la partie esthétique. Donc cette personne nous rejoint et on lui dit écoute, ta carte blanche. On lui a laissé vraiment la carte blanche et la liberté de gestion de la partie esthétique et on a justement aussi pu récupérer les clients qui étaient soit mécontents, soit qui n'avaient pas réussi à avoir leur formation, et nous on a su leur montrer et leur donner les formations qu'ils souhaitaient faire. En fait, ça a été une opportunité pour vous, et puis en même temps,
en combinant aussi votre savoir-faire. Je pense que ça a été la bonne combinaison pour cette réussite. C'est ça. En fait, si tu veux, avec Nolan, on est assez équilibré parce que moi, j'ai déjà le métier, c'est-à-dire que la formation, la pédagogie, c'est une formation métier que j'ai. Et donc, je sais exactement ce qu'il faut faire et pas faire, justement. Je sais exactement comment être professionnelle dans ce métier. Je suis hyper perfectionniste, je suis très pointilleuse et j'anticipe beaucoup les choses. Donc, il y a peu de place, justement, un peu comme dans toute ma vie, il y a peu de place au doute, voilà, ou au manque de préparation. C'est quasiment, ça c'est vraiment, c'est impossible chez nous, le manque de préparation. Et quand ça arrive, on réagit vite. Mais voilà, on essaie de ne pas laisser place à ça. Et ça, c'est vraiment, ça c'est, on va dire, l'apprentissage que j'ai eu dans mes précédentes expériences en hôtellerie de luxe, etc. On va dire que réellement, le succès, il est de cette synergie déjà du métier que l'on effectue bien, en tout cas nos stagiaires nous le rendent super bien dans leurs avis. Il y a une qualité pédagogique sur laquelle moi je mets beaucoup d'énergie, ce qui sont les livrets, les vidéos digitales e-learning, des supports même, hein, la forme qu'on donne à nos supports de formation. J'y fais extrêmement attention. Et tu as raison quand tu parles de l'image de Riviera. L'image de Riviera Formation, c'est une image qu'on cultive énormément parce qu'on veut que ça reflète l'excellence qu'on porte tous les jours dans cette entreprise. Et l'excellence, elle se reflète notamment par nous, l'exigence qu'on a avec nous-mêmes, avec le travail qu'on fournit. Il se reflète aussi grâce aux salariés qu'on recrute. Ce sont on a recruté un meilleur spa praticien de France. On a recruté une assistante commerciale administrative qui est vraiment coordinatrice de tous les départements de notre centre de formation. Et là, justement, tu vois, on veut aller encore plus loin, on veut proposer vraiment des formations de qualité. Et la qualité, l'excellence, elle se cultive au quotidien. Elle se cultive par l'humain, par les ressources matérielles, etc. On a des locaux qu'on a rénovés, nous-mêmes, avec Nolan, tu vois, le dimanche où en fin de journée, on enfilait notre deuxième tenue de rénovateur presque, et on a tout retapé parce qu'on veut que ça ressemble en tout cas à l'image que moi j'ai de ce centre de formation duquel je rêvais en fait depuis toujours. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai rencontré justement Nolan professionnellement parlant. Ça a été un succès de pouvoir matcher et d'être complémentaire à lui, à son profil, à sa personnalité. Notre équilibre de personnalité fait notre succès. Le professionnalisme qu'on donne au quotidien et le service client fait aussi partie du succès. Et l'équipe qu'on a et avec qui on collabore au quotidien contribue forcément aussi au succès. Donc, on est très, très content. En fait, vous vous donnez les moyens. C'est ça que j'aime beaucoup chez vous deux. Du coup, il y a beaucoup de sacrifices. Oui. Forcément, parce que je sais que vous êtes un petit peu comme nous. Et vous travaillez beaucoup. Ça a demandé beaucoup d'heures, de temps. Oui. Justement, je veux revenir sur ce mot sacrifice. Qu'est-ce que toi, du coup, tu peux nous dire à ce niveau-là? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas facile. C'est une partie de plaisir tout de même d'être entrepreneur. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des mauvais côtés. Mais il faut quand même être conscient. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, justement? On va dire déjà, notre plus grand succès il vient de notre plus grand sacrifice. Et ça a eu lieu durant l'année 2023. Donc, l'année 2022, c'était la première année. Voilà, on se stabilise. On a un bilan de fin d'année où on voit que ça fonctionne. On voit qu'il y a de la demande, mais il n'y a pas encore de bénéfices, tu vois. Et en 2023, qui est notre deuxième bilan, notre deuxième année, je dis à Nolan, il faut mettre les bouchées doubles. On a notre centre de formation, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on donne plus, il faut qu'on donne mieux. Mais surtout, si on veut gagner plus, il faut qu'on travaille plus. Oui. Et donc, en plus de gérer Riviera Formation, je décide d'être assistante administrative pour 8 autres centres de formation. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour nous dans l'administratif avec notre assistante, je le faisais aussi pour 8 autres personnes en fait. Et ça a été très lourd parce que gérer 8 personnes, 8 centres de formation qui te passent des centaines et des centaines de stagiaires sur l'année, ça prend du temps. Oui. Et ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie et que j'ai sacrifié, on va dire, pour avoir une grande réussite, en fait, pour avoir un grand succès. Oui. Donc, je me suis faite passer après tout.
Voilà, Oui. comme d'hab en fait. J'ai un peu envie de dire, je me suis faite passer après tout. J'allais pas au sport parce que moi je suis une grande sportive de base. Je faisais pas, on va dire, ma séance de sport parce que il fallait d'abord que je finisse mon travail. Oui, tu vois. tu as dû prioriser en fait à un moment donné. Complètement. Je devais prioriser. Je finissais d'abord mon travail et après il y avait la place au loisir. J'ai compris après, donc cette année-là 2024 qui vient de s'achever, j'ai compris que ça a été bien, mais en même temps ça a été aussi une erreur. Une autre erreur en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, que de ne pas réussir à équilibrer ça, justement. Mais après, tous les entrepreneurs me comprendront et le sauront et le diront, et vous aussi, Complètement. que les premières années, tu donnes tout. En Oui. fait, tu donnes tout, tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, parce que c'est maintenant ou jamais, en fait. Si tu travailles pas dur à ce moment-là, tu pourras pas travailler dur plus tard, parce que tu feras faillite. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cet échec-là de faillite, non seulement pour pas décevoir ni Nolan, mon associé, qui m'a fait confiance dans ce projet-là, ni moi-même, et encore moins notre entourage, qui du coup, nous regarde quand même du coin de l'œil en se disant, alors qu'est-ce que ça donne, votre entreprise, dans la formation, dans les formations massage, etc. Enfin, tu vois, c'est quand même un sacré pari. Mais un pari qui est réussi aujourd'hui, quel que soit l'avenir qui nous est réservé. Avec Nolan, on peut déjà dire qu'on a vraiment super bien réussi dans ce milieu-là. On n'a pas 30 ans. Enfin, moi, ça y est, je les ai, mais Nolan n'a pas 30 ans. Et l'année dernière, ça a été vraiment une année comme ça, en dents de scie, émotionnellement parlant, parce que il y a eu toutes les émotions possibles. Les meilleures comme les pires aussi. Et surtout quand tu travailles en couple, voilà, c'est un autre challenge. Hein. C'est un autre challenge, exactement. Et il faut savoir concilier justement, déjà faire la différence entre ton entreprise, ta vie de couple, essayer de concilier vie pro, vie perso. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais il y a eu des succès aussi, comme tu dis, cette année 2023. Ça vous a permis aussi, même dans votre perso, d'avoir, ce que je peux dire, des récompenses. Oui. Vous avez pu voyager énormément. Je sais que c'est une passion commune. Du coup, rencontrer des nouvelles personnes grâce à votre entreprise. Sachez que c'est assez enrichissant. Apprendre justement à concilier ce planning pro et perso. Et toi, surtout, à t'aider dans ton développement personnel, je pense, en tant qu'entrepreneuse, en tant que compagne, mais aussi en tant que femme. Et ça, j'aimerais que tu m'en parles un tout petit peu. Écoute, c'est vrai qu'il n'y a que là, depuis l'année dernière, où je réalise que j'avais encore du travail à faire sur moi. Tu vois, tout ce que je trimballe depuis ma petite enfance, ma vie perso, ma vie de famille, ma vie scolaire, etc., ma vie de femme, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais du travail à faire sur moi parce que, en fait, il y a des choses qui sont handicapantes quand tu ne travailles pas dessus et qui t'empêchent d'avancer. C'est-à-dire, tu as beau avoir la meilleure ambition du monde, s'il y a des choses que tu ne résous pas avec toi-même, tu as ton propre plafond de verre, en fait. C'est vrai. Et tu ne peux pas avancer. Et donc, en tant que femme, en tant que personne, déjà, une femme entrepreneur qui dirige une société avec des personnes parfois plus âgées que moi ou des personnes plus expérimentées que moi dans la thématique de l'esthétique ou du massage, c'est pas évident, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et donc, je m'accomplis en tant que femme entrepreneur, c'est vrai, mais voilà, je reste entrepreneur avant tout. Mon côté femme, je le développe plutôt dans mon couple et dans la limite qu'il faut qu'on garde entre notre vie de couple et moi, en tant que femme dans un couple, ou moi en tant que femme entrepreneur dans l'entreprise avec mon associé, tu vois. C'est quand même deux relations différentes et qui nous ont parfois valu des sacrifices aussi de couple et surtout qui nous a valu parfois on a manqué de limites. Si tu veux, on ramenait à la maison des choses qui auraient dû rester au travail et qui ont impacté notre vie de couple. Et donc, ça aussi, en tant que femme, moi, je me rends compte qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas géré, on va dire, et que je veux améliorer, tu vois. Et justement, parce que Riviera réussit, parce que Riviera fonctionne, et parce qu'aujourd'hui, on peut commencer à souffler. Oui. On peut commencer à souffler. C'est là où je commence à renouer aussi avec ce développement personnelle, de femme, de copine, qui doit apprendre aussi à s'amuser, il y a le travail, que c'est énormément important dans la vie, mais que aussi le loisir, le plaisir, se faire plaisir, c'est aussi important. L'épanouissement personnel. Grave.
c'est exactement ça. Et alors, ce que j'adore, c'est que avec tout ça, vous avez quand même réussi encore à vous développer parce que dans ta tête, c'est super bien structuré tout de même. Et que tu t'es dit Riviera Formation, c'est bien, mais il faut aussi voir plus loin. Et quelque chose qui te tenait à cœur, je pense, c'est la partie immobilier, le patrimoine familial, qui est relié aussi déjà de par ta famille, mais aussi par ta maman. Donc tu t'es aussi développée là-dedans, dans une activité immobilière. Si tu peux m'en dire un petit peu plus. Bien sûr. Alors, dans mon parcours perso, comme j'expliquais, donc mes grands-parents du côté de ma mère c'était des maçons. Mon grand-père, c'est un électricien, un maçon qui a développé, entre autres, des entreprises dans le bâtiment, en tout cas dans la construction, et donc qui, de fil en aiguille, a ensuite été promoteur immobilier, et ma grand-mère avait une agence immobilière. Donc, il y avait déjà, si tu veux, une prédisposition. Il y avait une prédisposition hôtelière de par mes parents et une prédisposition immobilière de par mes grands-parents. Quand mon grand-père décède, je ne l'ai pas connu, mais il y a déjà eu une première transmission à ma mère. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, ma mère, elle aussi décède, et ma grand-mère décède juste après. Donc, si tu veux, ça saute 2 générations. Et donc, moi, je me retrouve, avec mon frère, on se retrouve à devoir gérer un patrimoine familial immobilier, en l'occurrence, que moi, à l'époque, je ne maîtrisais pas du tout. Ça, c'était l'époque donc, où j'étais à Milan. Donc, ma grand-mère part 1 an après. Et franchement, de facto, j'hérite de choses que je n'ai pas envie de gérer. Voilà, j'avoue, j'avais pas envie de gérer. C'est un autre univers, une autre gestion, un autre métier. C'est ça, mais sans même parler de métier, c'est des skills que j'ai pas, tu vois, c'est des bases que j'ai pas du tout. J'ai pas cette gestion-là immobilière à l'époque. Mais par contre, comme ça fait partie de ma vie, je peux pas faire l'autruche et fermer les yeux et dire ça va se décanter un jour ou l'autre, tu vois. Parce que c'était quand même assez important et que je pouvais pas laisser ça de côté. Donc, si tu veux, comme j'ai quand même toujours une pression familiale avec mon père qui laisse peu la place à l'à peu près. Cette partie-là, il fallait vite que je la gère, il fallait vite que je la comprenne, que je la maîtrise. Et donc, après, quand je me suis un peu plus construite dans ma vie pro, je me suis intéressée à ça. Et je me suis intéressée à ce patrimoine, ce que ça représentait, la valeur que ça avait, le potentiel que ça avait aussi. Et aujourd'hui, j'ai une société en nom propre de location meublée professionnelle. Donc, à la base, c'était on va dire un statut fiscal pour faciliter ma vie, mes rentrées, mes revenus. Mais aujourd'hui, c'est devenu une opportunité professionnelle que je compte développer dans mes projets futurs. Voilà. Finalement, tu t'y es intéressée et c'est quelque chose qui te plaît. Ah, complètement. C'est-à-dire que tu veux vraiment développer en plus. C'est ça, ça résonne en moi. C'est-à-dire que je suis pas fermée, à développer ce qui peut me faire plaisir. Tu vois, ça, je sais que ça me fait plaisir. Et donc, c'est déjà là. C'est sous mes yeux, c'est dans mes mains. À moi de tailler ce diamant et de le rendre brut, enfin de tailler ce qui est brut et de le rendre précieux finalement, pour que justement plus tard je sois aussi vecteur de ce patrimoine-là et que je puisse transmettre quelque chose voilà, quelque chose de familial, quelque chose de solide, quelque chose de construit, de réfléchi pour les générations futures, mes enfants et petits-enfants. Enfin voilà, je me sens vraiment avoir cette responsabilité de chérir ces biens précieux, ces biens qui ont été transmis, parce que s'ils me sont arrivés, c'est que les gens avant moi ont fait en sorte que ça soit là encore. Donc c'est maintenant mon devoir de transmettre, de le chérir, de le maintenir, d'y faire attention pour le transmettre moi aussi à mon tour. Ou en tout cas, d'utiliser ça pour en faire d'autres projets encore plus, tu vois, encore plus haut. Et donc t'aimes ça, développer, construire beaucoup de choses. Et donc, il y a cette activité immobilière, mais ça, on est plus à un projet familial. Il y a Riviera Formation, mais pas seulement, puisque vous avez d'autres projets. Et le dernier, c'est Pro3C, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pro3C, en fait, c'est la concrétisation de ma
casquette d'assistante de formation Oui. pour les 8 organismes avec qui on a travaillé en 2023. Et je me suis dit, j'en ai parlé à Nolan et je lui ai dit, mais attends, regarde ce qu'on a été capable de faire, regarde comment on a géré ça. On a, du coup, avec cette expérience, on a aussi amélioré ce service-là. On a créé un logiciel d'assistante de formation. On a créé un logiciel pour nous aussi. Et donc, Riviera Formation, de Riviera Formation est né Pro3C. Pro3C, c'est en fait finalement de l'accompagnement à la formation professionnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment la cible de Pro3C. Ce sont les personnes qui veulent se lancer dans la formation, mais qui ont l'ambition de faire ça bien. Tu vois, d'avoir des bases du métier, d'avoir la gestion administrative conforme et surtout de bien réfléchir à la façon dont tu veux lancer ton entreprise. Nous, en fait, avec Nolan, dans Pro3C, on a vraiment une complémentarité là aussi. C'est que moi, j'ai la vision du métier et Nolan, il a la vision du process. En fait. Et à ces deux choses, on arrive à te sortir des boîtes, on arrive à conseiller des gens pour que leur boîte, elle performe en fait. Elle surperforme comme nous, on a surperformé en 2023. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas en faire une activité. Donc c'est récent. On a eu notre site internet il n'y a pas longtemps. De ça aussi, forcément, le logiciel qu'on a développé, c'est quelque chose qu'on va faire aboutir aussi. On a déjà le logo, on est en train de déposer la marque. Donc voilà, Riviera est finalement la maison mère des projets qu'on est en train de créer avec Nolan en lien avec la formation. Mais il faut savoir que voilà, aussi bien Nolan que moi, on est aussi en communion parce qu'on est aussi ouvert à des side projects, entre guillemets, à pouvoir développer d'autres choses que le métier de base. Et c'est ça qui est cool. Moi, dans l'immobilier, ce qui est aussi là, c'est une évidence. Et lui, dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est, dans les technologies, les nouvelles technologies, etc. Donc, c'est ça qui est cool. Exactement. En fait, vous arrivez un petit peu comme une petite fleur c'est ça. à éclore en fait plein de choses, plein de projets. Et vous avez cette capacité en plus à déjà apprendre très vite. Et en fait, apprendre chacun vos compétences et se dire, mais en fait, on peut faire plusieurs choses. Et pas seulement se contenter d'une seule mission, mais de se dire, mais pourquoi pas, en fait, en faire de multiples. C'est ça. C'est ça. C'est surtout que, il y a peut-être 10 ans en arrière, quand les gens te regardent et qu'ils te voient sur plusieurs fronts, ils se disent, oh là là, ces gens, ils sont pas structurés, tu vois, ils sont pas focus. Aujourd'hui, quand tu as plusieurs entreprises qui réussissent, qui fonctionnent et que tu arrives à gérer, là, les gens, ils te regardent et ils disent « Waouh, c'est bien, tu vois, respect, on est fiers, on est content. » Et c'est ça, je pense, on va dire la plus grande fierté, en tout cas que moi j'ai, je pense Nolan aussi pourrait le dire, c'est que on a vraiment réussi à s'épanouir et on continue de s'épanouir et on continue à développer des choses. On reste pas fermé, tu vois. On s'ouvre au monde, on continue de voyager, c'est hyper important pour rester connecté avec aussi le monde en dehors de la France, comment le monde fonctionne, parce qu'on n'est pas fermé à l'international non plus, tu vois, si on pousse le concept encore plus loin. Mais voilà, on s'est épanoui. Moi, je kiffe vraiment ce que je fais, tout ce que je fais, du coup. Mais ça se ressent. Super. Et je pense que c'est une des clés, en fait, du succès, parce qu'il y en a plusieurs, des clés. Il y a le travail, bien évidemment, mais il y a aussi aimer. Aimer son travail. Et je pense que le fait d'aimer, il y a des espèces de facilités, en fait, des choses qui se déclenchent un petit peu. Et forcément, à un moment donné, tu avances mieux. Complètement. Aussi dans tes projets professionnels. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, pour conclure un tout petit peu, le plus dans ton métier? Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais je vais essayer d'être synthétique. Donc, ce qui me plaît le plus déjà, c'est, comme tu le disais juste avant, c'est qu'on est, en tout cas dans notre structure, dans notre entreprise, on est des passionnés.
Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une synergie de passion, il y a une synergie d'amour pour le travail qu'on fait. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus parce que je vois que les gens, ils aiment ce qu'ils font. Les gens qui travaillent avec nous, qui collaborent avec nous, ils aiment ce qu'ils font. C'est pour ça qu'on les recrute aussi. Et nous, on adore donner aux gens, on adore donner à nos clients. Les clients, ils nous le rendent super bien. Les avis qu'ils nous émettent sont géniaux et ça nous réconforte, tu vois. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est, je pense, de satisfaire la clientèle, de leur donner non seulement ce qu'ils ont besoin et plus encore, tu vois. Oui. Et tout ça grâce à la passion, ça rend les choses plus faciles aussi. Il y a une autre chose que j'adore, c'est ce côté versatile, polyvalente. Comme je te disais, Riviera nous permet d'avoir plusieurs casquettes. Oui. Alors, il y a des casquettes pour Riviera, c'est-à-dire d'être commercial, d'être dans le marketing digital, de créer des logiciels, d'être dans la formation, de gérer de la logistique, de gérer des tournages, parce qu'on a eu l'extrême chance de pouvoir faire des tournages vidéo avec vous. Oui. Et ça a été génial, j'ai adoré faire ça. Moi aussi. Voilà. Mais après, voilà, faut quand même se dire qu'on a de la chance aujourd'hui de faire un métier qu'on aime et de se dire que, voilà, si ça nous plaît, c'est qu'il faut continuer à tenir bon parce que les gens continuent de croire en nous. Oui. Si on continue de croire en notre projet, les gens vont continuer de croire en nous. Et c'est ça, je pense, le fait de rester polyvalent, versatile, le fait d'avoir un panel à 360 degrés, d'être encore meilleur pour que les gens reçoivent le meilleur. Voilà, c'est tout pour le client. Moi, de toute façon, je suis un peu comme ça. C'est tout pour le client. Ça vient un petit peu aussi de l'hôtellerie, forcément. C'est ça, il y a du bagage derrière. Oui, voilà. En tout cas, pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Parce qu'il y a peut-être un projet personnel, projet familial, projet professionnel. Est-ce que... Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, déjà, c'est de continuer d'être émerveillé, de continuer de s'émerveiller dans ce monde, en tout cas, qui nous entoure. Quand on voyage, quand on rencontre des nouvelles personnes. Moi, je suis fascinée d'écouter les histoires des autres aussi. Il faut nous souhaiter quand même aussi, on va dire, dans le milieu professionnel dans lequel on est, de la réussite sur plutôt un aspect réglementaire, Oui. que ce soit plus facile, entre guillemets, que la volonté de rendre la formation accessible, elle continue d'être à la hauteur de ce qu'on donne. Et bien sûr, avec Nolan, on a des projets d'investissement, de déménagement, des projets de famille. Enfin voilà, pour que ça aboutisse, voilà, les choses doivent se passer. Et si elles ne se passent pas, parce que ça c'est la vie, les choses se passent jamais comme on le prévoit, mais qu'en tout cas qu'on ait toujours cette capacité de communiquer, de collaborer, de se comprendre, de s'écouter, Oui. et de se donner aussi cette liberté finalement, d'avoir des chemins et des personnalités différentes et pourtant qui fonctionnent bien. Donc, faut si on peut nous souhaiter quelque chose, c'est de continuer de sourire, de continuer d'aimer ce qu'on fait, Oui. d'aimer tout court en fait. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment ce qui vous qualifie et je trouve vraiment votre parcours exemplaire. C'est gentil. Mais c'est la vérité. En tout cas, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, allez voir Riviera Formation tout de même, vous verrez. Tout ce qu'on a dit est vrai, ça se transmet même à travers les réseaux sociaux. En tout cas, joli parcours, Amélie. Merci. T'es vraiment, je tiens encore une fois, une femme forte. Parce que malgré tout, tu n'as jamais rien lâché. Et ça se ressent aujourd'hui. Et en tout cas, merci de nous avoir partagé ton parcours. Je pense que ça peut aider aussi certaines personnes qui ont des doutes, qui ne savent pas par où commencer. Comme quoi la vie, parfois, il y a son travail, nous, personnel, mais aussi la vie qui te donne parfois des obstacles, mais qui peuvent t'aider à réussir, ou des facilités qui peuvent aussi t'aider à réussir. En tout cas, voilà, merci, c'était super intéressant. Merci à toi, merci à vous. On est ravis, toujours, de collaborer et voilà, à d'autres histoires sûrement dans le futur. Exactement.